On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, l'auteur et conférencier Alex Deschaines nous présente son nouveau livre « Tu es don ». Ariane Blais-Lacombe nous parle des choix parentaux et de services de garde et Jean-François Morin lève le voile sur l'ordre du Saint-Sépulcre. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du pimpant James Langlois. Salut James! Allô Antoine! Allô! T'as mis une petite intonation de plus que d'habitude? Faut que j'essaie d'être de plus en plus pimpant. C'est pas dans ma nature nécessairement. Non, toi t'es plus flegmatique, on l'a déjà dit. On pourrait dire ça, oui, exactement. Alors James, t'as des gens à saluer aujourd'hui. Commençons avec ça. Ben oui, l'autre fois on a commencé nos saines habitudes puis on l'a sauté 2-3 émissions, je pense. Fait que là je me rate. C'est ça le problème avec les saines habitudes de vie, hein? C'est facile à lâcher. Hein? C'est comme les résolutions, c'est ça. Mais bon, cette semaine on salue Jocelyne Giroux qui nous écrit de Laval. Elle nous dit très chers amis du Verbe. Répète ça, très chers amis de l'archiduchesse, oui. En tant qu'auditrice fidèle et non libre, elle faisait un clin d'œil à la dernière chronique de Simon sur la liberté, car je suis une passionnée addict de votre émission merveilleuse, mais j'écoute votre émission en toute liberté pour vivre davantage dans la voie de l'amour du Seigneur. Merci beaucoup à Jocelyne de nous écouter et à tous les autres auditeurs. Vous pouvez nous écrire à onpdm@le-verbe.com, des commentaires, des objections, des suggestions, etc. C'est toujours bienvenu. Et sont bienvenus aussi à l'émission aujourd'hui trois visages, ma foi, resplendissants. Commençons par Madame Ariane, bonjour. Allô, Antoine. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je veux répondre à Florence Malenfant qui est venue récemment ici à la radio après avoir publié un texte sur le blog du Verbe. Sa chronique m'avait beaucoup interpellée. Malgré que je sois d'accord avec la plupart des choses qu'elle dit, je trouve qu'il restait peut-être des points d'ombre, des questions à éclairer. Puis donc, comme c'est le sujet de l'heure, avec les grèves qu'il y a à travers la province et tout ça, je me suis dit, pourquoi pas venir en parler avec mon équipe de radio préférée? Excellente idée. On reçoit aussi Alex Deschaines, qui est déjà venu à l'émission quelquefois quand même. ça fait un petit moment. Je suis très heureux de revenir. On était dû. Tu viens nous parler de ton nouveau livre qui vient tout juste de sortir. Oui, et je suis très content de venir ici en parler puisque j'en ai parlé longuement, mais avec un accent un peu français, alors que j'étais interviewé à Paris. Et donc, première entrevue à Québec pour parler de mon livre. Une primeur, on peut dire. Voilà. Tu as comme lancé ton livre en Europe parce que c'est publié chez Artege. Exactement. Une maison française. Alors, il est sorti en même temps là, chez Artege en Europe et au Canada avec Novalis. On y revient dans quelques instants. Merci d'être avec nous, Alex. Et Jean-François Morin, bonjour. Salut. Un ami du Verbe, mais pour la première fois ici à la table dont n'est pas du monde, tu vas nous parler de l'ordre du Saint-Sépulcre, c'est ça? Oui, de l'amour qu'on prend de la Terre Sainte, du soin qu'on doit lui donner. Il y a comme un mystère, là. Tu laisses planer le mystère. On va t'écouter attentivement, Jean-François. Merci d'être avec nous et bonne émission. Alex Deschaines est conférencier, youtubeur, philosophe et maintenant auteur, puisqu'il vient tout juste de publier son premier livre « Tu es don, la théologie du corps pour les jeunes » chez Novalis. Il est en studio aujourd'hui. Salut Alex. Beaucoup de titres pour moi. Je me sens un youtubeur inachevé, un philosophe assez inachevé. Tu es donc ben humble face à tous ces titres. Il y en a d'autres titres, on va y revenir plus tard parce que tu as plusieurs chapeaux. Mais là, c'est d'abord à titre d'auteur de ce livre-là que tu es invité aujourd'hui avec nous. Tu reviens d'une tournée en France? Alors, en France, plutôt à Paris. Alors, j'ai passé, en effet, une semaine à Paris. Beaucoup de rencontres médias, donc
médias écrits, web, télé, radio. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça a vraiment été une belle expérience pour moi, un bel apprentissage. Je me suis senti comme un poisson dans l'eau là-dedans. Tu m'étonnes. Et quelques conférences également. Et puis, je pense aussi que ça l'a interpellé. Je ne serais pas surpris que si je suis pour retourner prochainement dans les environs de Paris, qu'il y aura d'autres lieux, d'autres Parce que c'était pas la première fois que tu allais dans ce coin-là pour donner des conférences. Ben, c'est-à-dire que je suis allé plutôt en Bretagne dans les dernières années, avant la pandémie. Hein, oui, c'est une autre époque. Donc, une autre époque, voilà, on s'en souvient un peu. Donc, principalement à Vannes. Je salue là-bas le diocèse de Vannes qui parce qu'on a des auditeurs avec un grand français. amour. On a des auditeurs français, oui. Super. Et bon, alors allons dans le vif du sujet. Oui. Ce livre-là, Tu es donc, le sous-titre déjà donne un programme, là, La biologie du corps pour les jeunes. Tu t'adresses d'abord aux jeunes. Pourquoi, Alex? Parce que je crois que chaque jeune a soif d'amour profondément dans son cœur. Et si c'est pas la soif la plus profonde inscrite dans tout cœur humain, et à une époque où on doute beaucoup de l'amour. Or, s'il y a une chose dont la moitié de l'humanité souffre, c'est de ne pas se sentir aimé. La preuve que c'est un besoin vital. Et en fait, j'ai écrit donc ce livre par amour, je dirais, par sympathie pour tous ces jeunes avec lesquels je travaille aussi à travers ma mission, à travers l'organisme, et donc que je rencontre à travers des camps d'été, des conférences. Et puis, et probablement ce que j'aurais voulu entendre à leur âge aussi. Ouais. Oui, voilà. Quand j'ai commencé, j'ai envie de faire un petit retour dans le temps. Quand j'ai commencé à donner des conférences aux jeunes, j'avais un peu peur, à vrai dire, parce qu'au départ, j'ai commencé plutôt avec un public universitaire et tout, et j'avais peur, pensant ne pas les connaître. Et en fait, c'est en étant avec eux qu'on se souvient c'était quoi les questions qui nous habitaient aussi quand on avait cet âge-là. Là. Cet âge-là, c'est quoi? C'est 11 à 18 à peu près? Alors, je dirais plutôt que le livre s'adresse plutôt à d'abord à des plus grands jeunes, c'est-à-dire que je pense que des jeunes adultes là, entre 17, 18 et 25, 30 ans vont le lire d'un bout à l'autre aisément. Je pense que pour des plus jeunes ados, je sais qu'il y en a qui vont vraiment se l'approprier, mais peut-être plus comme un guide qui va les accompagner pendant plusieurs années. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et ce que je disais, c'est ça, c'est les questions qui nous habitent quand on a cet âge-là, ou les craintes, les peurs. On a d'abord la peur d'être seul. On veut tellement faire partie du groupe, être comme les autres. Et je vois peut-être la plus grande blessure dont souffrent les jeunes et que reflète le titre, c'est qu'ils ne savent pas leur valeur, à quel point ils sont précieux, à quel point leur vie a de la valeur. Donc, d'où le titre « Tu es don ». Parce qu'au fond, l'appel profond qui est en nous, c'est de devenir don. C'est de vraiment... Tu as quelque chose d'unique à donner au monde que personne ne peut te donner à ta place, mais tu dois d'abord le découvrir, ce don. Et dans le cadre de la vie affective, la vie sexuelle, c'est fondamental. Voilà, je pense que c'est un peu tout le parcours du livre. Au fond, si je devais le résumer, c'est d'abord un appel à s'accueillir, à se connaître soi-même, découvrir qui tu es, avant d'aller dans des relations très sérieuses, d'avoir des amitiés aussi, de nourrir toutes les relations familiales, les relations d'amitié, puis et de poser les bonnes questions. Qu'est-ce que l'amour? Quel est le but de ma vie? Et quelle est la signification profonde de la sexualité? Pour que, une fois qu'on entre dans des relations, bien, que tu cherches un amour qui reflète vraiment ce qui comble le cœur. D'ailleurs, tu dis poser les bonnes questions, et tu disais un peu plus tôt, c'est un guide. C'est pas un essai théorique, c'est pas un long... c'est plutôt sous forme de plein de questions auxquelles tu réponds. La plupart des titres de chapitres, d'ailleurs, sont des questions. Et aussi, moi, je voulais que ce soit... C'est un dialogue, dans dès le départ, je commence un peu comme un dialogue en disant, j'aimerais... Si je pouvais, parce que évidemment qu'il y a un médium entre nous, il y a un livre, mais si je pouvais apprendre à te connaître, savoir quelles sont les soifs qu'il y a dans ton cœur, à quoi tu aspires dans la vie. Mais, et je voulais que visuellement, que vraiment là, en ouvrant le livre, ce soit attrayant. Il y a beaucoup de petites rubriques, en fait. Par moment, il y a même des petits encadrés scientifiques. Des fois, il y a des citations même musicales en exergue. Donc, il y a beaucoup de choses qui font soit appel à la culture, et chaque chapitre termine aussi avec des questions personnelles à intégrer, une prière. Et donc, que ce soit pas juste lu vraiment comme... c'est ça, un manuel, mais que ce soit vraiment
intégrées de manière très personnelle, des citations clés à chaque chapitre. Il y avait une citation de Maroon 5, le groupe pop, justement, que ça fait là dans un livre sur la sexualité. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Parlant des petites rubriques, il y en a une science... la science du corps. La science du corps. Bon, oui. La science, il y a aussi plusieurs... chapitres, plusieurs paragraphes qui parlent de la foi très explicitement, de la Bible. Comment ça s'allie, la science et la foi, dans un livre qui parle de sexualité? C'est comme un beau triangle amoureux, tout ça. C'est très drôle parce que justement, je me disais récemment, il me semble que mon prochain livre, j'aimerais faire un livre beaucoup plus large que la sexualité, mais qui essaie d'allier les trois grandes sphères de savoir dans la vie, si on veut, à mon avis, là, que sont la philosophie, la science et la théologie. La théologie qui arrive avec quand même une autre perspective qui est celle d'une révélation qui vient de Dieu. Hein? Ouais. Et je pense qu'en fait, tous les discours de vérité, s'ils sont vrais, justement, on pourrait peut-être même rajouter l'art. On parlait de la musique tout à l'heure. Ouais. Ce sont des chemins qui se complètent, en fait, qui sont censés s'intégrer et je pense que lorsqu'il y a des oppositions fortes, par exemple, aujourd'hui, on voit beaucoup la science et la religion, c'est lorsque les deux, une ou l'autre, en fait, essaie de déborder de son champ d'expertise. C'est ça qui arrive, parce que dans la réalité, je crois que si la science fait son travail de scientifique, que la religion, on a beaucoup reproché à la religion, justement, de s'être ingérée dans la science, puis d'avoir voulu empêcher le progrès à certaines époques et tout. Le contraire est vrai aussi lorsque la science se met à spéculer sur des choses comme l'existence de Dieu ou non, ben là, elle déborde de son champ. Bon, on sort un peu du sujet du livre, mais je crois que touchant justement la sexualité humaine, si ce que la foi donne comme éclairage sur la sexualité humaine, ce qu'on peut trouver aussi dans le fond de notre cœur, dans notre conscience, si c'est vrai, la science ne peut pas non plus aller contre. Par exemple, à un moment, je parle de... chez la femme, le fait que une femme, pour vraiment pouvoir s'abandonner joyeusement dans la sexualité, elle a besoin, c'est un besoin physique carrément, c'est inscrit dans son corps d'une atmosphère de confiance totale, sans quoi elle ne pourra pas physiquement avoir la même intensité de plaisir. Avec la libération de l'ocytocine, l'hormone de l'amour qu'on appelle, ouais. Donc, ou bien les addictions à la pornographie, tout ça, donc c'est des choses que j'aborde aussi. Il y a des études, plusieurs qui ont été faites sur ces sujets. J'ai cité, moi je ne suis pas un expert scientifique, donc peut-être qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir des erreurs ou, disons, je cite des articles sur lesquels moi-même, je n'ai pas autorité, là. C'est pas des sujets mais qui me semblaient avoir des articles scientifiques universitaires très crédibles. Voilà, Alex Deschaines, on parle de ton premier livre, tout récent, intitulé « Tu es donc ». La question... quand on parle de sexualité chez les jeunes, spécialement d'éducation à la sexualité, la question du consentement est assez fréquemment soulevée. En tout cas, ça a l'air d'être au cœur de l'éducation sexuelle de nos jours. Comment tu l'abordes, ça? Alors, je pense qu'on peut tous s'entendre que le consentement, c'est ne serait-ce que le b.a.-ba, c'est que la sexualité doit toujours... L'amour doit toujours être libre. Si d'une manière ou d'une autre, il est imposé ou forcé, ça ne peut pas être l'amour, en fait. Et voilà. Et donc, il y a une dignité intrinsèque dans la personne qui doit absolument être respectée. Mais je pense qu'il faut voir au-delà du consentement. Je crois qu'une morale du consentement ne suffit pas. On ne peut pas se contenter de ça. Il ne suffit pas de respecter les noms parce que je pense on sait que c'est facile, entre guillemets, de forcer des oui et vraiment chercher le meilleur pour l'autre, le meilleur pour soi-même aussi, par respect pour soi et le meilleur pour l'autre. Aimer quelqu'un, c'est vouloir vraiment le bien de l'autre et si j'aime l'autre, je sais pas, moi, je veux faire ma vie avec cette personne, je m'imagine... me marier, avoir des enfants. Mais est-ce que je cherche constamment le meilleur pour cette personne? Est-ce que je suis prêt à sacrifier mes propres désirs par moment? Donc, je pense que chercher l'idéal, c'est beaucoup plus que juste éviter le pire. Éviter les noms. Oui, voilà. Absolument. Alex, il nous reste très peu de temps, mais on le disait un peu plus tôt, c'est comme un guide. Il y a des réponses à des questions. Il y a des types de réponses aussi qui sont sous forme très concrètes, là, des trucs. Il y a 7 trucs pour sortir la dépendance à la porno. C'est quand même le fun, ça, surtout pour un public plus jeune, mais même pour tout adulte, là, de voir des pistes de solutions très concrètes à des questions qui le sont tout autant. Bien, j'ai voulu que le livre soit très, très concret. On me reprochera peut-être... Ben, non, je pense... C'est-à-dire que d'un côté, j'ai aussi une part de moi qui est très... Je fais un doctorat en philosophie en ce moment, donc
qui est capable de spéculer. Voilà. Mais c'était pas l'objet du livre, c'était pas le but du livre de partir dans des grandes argumentations. Il y a tout un fond philosophique qui paraît pas dans le livre, je crois. Là. On sait que la pensée de Jean-Paul II sur la sexualité, sur la personne humaine, sur le corps, sur l'amour est très profonde. Et de plus en plus, Jean-Paul II, même en dehors de milieu chrétien, est reconnu comme un des grands penseurs de la personne humaine. Donc, mais je voulais que le livre soit vraiment concret, tangible, que les jeunes terminent chaque chapitre avec vraiment des pistes pour sa propre vie, qu'ils puissent dire, je le vois aussi parce que à travers, on fait présentement un parcours en ligne qui s'appelle « Toi, ta vie, ton amour, tes questions » qui est assez collé sur le livre. Et les jeunes nous le disent, ils voient des changements concrets dans leur vie alors qu'ils sont en train de faire le parcours. Là. Ariane? Oui, je me demandais, est-ce que c'est un livre pour les jeunes en général ou seulement pour les jeunes catholiques? C'est sûr que là, ce livre-là est écrit dans une perspective... alors, on apporte l'enseignement de l'Église, l'enseignement moral de l'Église sur cette matière. J'aimerais vraiment un jour peut-être écrire un pendant du livre qui soit ouvert à un public plus large. Ceci dit, de la même manière que certains ont découvert la foi catholique ou la foi en général ou à travers justement Christopher West ou Yves Semen, je me dis pourquoi pas des jeunes qui ont peut-être des préjugés par rapport à ce que l'Église peut dire par rapport à la sexualité. Parce que je pense que d'abord, l'Église a une bonne nouvelle, c'est que la sexualité est belle. La sexualité, en fait, est même une trace du divin en nous. Rien à voir avec la liste d'interdits qu'on pourrait s'imaginer. Là. Parce que lorsqu'on questionne Jésus sur justement le mariage, la sexualité, mais sa réponse est quel est le rêve de Dieu? Et Dieu est amour, Dieu, et même Eros nous dit Benoît XVI. Et donc, il est désir, il a mis le désir en nous et il veut qu'il puisse se réaliser dans une réelle joie de se donner à quelqu'un, pour quelqu'un, que notre vie puisse être donnée. Et à travers notre corps, on est appelé à aimer à travers notre corps. Alex Deschênes, le livre dont on parle depuis tantôt, c'est « Tu es donc, la théologie du corps pour les jeunes » que tu viens tout juste de publier chez Novalis au Québec, chez Artege en France. Alex, tu es aussi directeur d'Ignis Canada. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt, j'espère. Merci. Merci, c'était un plaisir. On aurait dû en rester là. Non, fallait pas y aller là. On sent sur la chaussée. Non, fallait pas. J'ai rampé pour toi, mais ça fait 100 ans. Oh, j'ai vu flou, j'ai voulu, oui j'avoue, j'étais dû. Plusieurs que j'ai déçu, trop souvent, peu d'excuses. Mais là j'étais prêt. Oh mais là j'étais prêt. On aurait dû en rester là. Non, fallait pas y aller là. On sent sur la chaussée. Non, fallait pas. Si je suis différent de tes autres, pourquoi suis-je encore de trop, encore de trop? Éjecté de l'auto en marche, mon corps et mon cœur en morceaux. En rester là.
Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Chaussée, la toute nouvelle pièce de Vincent Roberge, mieux connu sous le nom de Les Louanges. J'ai eu peur de où c'est que tu t'en allais avec ton Vincent Roberge. C'est pas pire, hein? Ouais, c'est bon. Ça sonne super bien. Merci, James, de la découverte. De Lévis, d'ailleurs. Ah ouais, un petit gars de Lévis. Ouais. Un peu plus tôt cette saison, à On n'est pas du monde, on a reçu la chroniqueuse Florence Malenfant. Elle revenait alors sur un billet écrit sur le site du Verbe où elle soutenait l'idée, entre autres, qu'une solution à la pénurie de places en garderie passerait par une véritable possibilité de choisir de rester à la maison pour les parents qui le désirent. Ma phrase était très longue, hein? Trouvez-vous? C'est des habitudes. Là. Ça, tout va bien jusqu'à maintenant. Tout est normal. Alors, cette chronique, sans grande surprise, a suscité de nombreuses réactions. Parmi ceux qui ont voulu donner suite à cette chronique, il y a entre autres une voix bien connue chez nous, Ariane Blais-Lacombe. Bonjour, Ariane. Bonjour, Antoine. Toi, tu voulais réagir absolument parce que tu étais complètement d'accord avec ce que Florence disait ou... Ben oui, c'est un peu paradoxal de venir répondre à une chronique en disant, ben en gros, je suis d'accord avec elle, mais c'est que je suis d'accord avec elle, puis en un sens, je veux abonder dans son sens, puis poursuivre un peu la réflexion parce que il y a des choses qu'elle propose que je me dis oui, mais comment? Puis en fait, il y a peut-être aussi des nuances aussi que j'aimerais... Qu'on n'a pas pu faire en 14 minutes la dernière Exactement, fois. Exactement, Et donc, partons du début. Là, son idée, une de ses idées, là, c'est que Florence disait qu'elle serait curieuse de voir combien de parents prendraient la décision de rester à la maison avec leurs jeunes enfants s'ils en avaient réellement le choix. Et là, on peut lire s'ils n'étaient pas pénalisés financièrement. Parce que, bon, demain matin, imaginons que tu as un travail de cadre dans une banque, OK? Tu décides de rester à la maison avec tes enfants. Il y a une pénalité financière. Il y a un coût à ça. Oui, il y a une pénalité. C'est vrai que dans la situation que tu présentes, on peut effectivement le voir comme une pénalité. Moi, ce que je trouvais intéressant dans la chronique de Florence, c'est qu'aussi elle apportait sa propre expérience de mère à la maison. Ouais. Puis, en fait... Moi aussi, je peux me baser un peu sur mon expérience. Je pense que c'est dur de parler de ces sujets-là sans se référer un peu à soi-même. Puis en fait, une chose que je réalise, c'est que moi, j'ai jamais eu de job. En un sens, c'est une facilité. Mais donc, ton exemple est intéressant, mais on peut aussi dire, quelqu'un qui choisit d'avoir des enfants, qui veut des enfants, qui les a, qui reste à la maison, qui fait ce choix-là, en quoi est-ce qu'il est pénalisé, au fond? T'sais, il ne va pas aller travailler, mais là, à un moment donné, on n'est pas pour se faire payer pour ça. C'est notre choix individuel. On devrait pouvoir l'assumer autant pour les conséquences sociales, pour le côté financier, tout ça. Quand tu dis que tu n'as jamais eu de job, c'est au sens où tu n'as jamais eu de contrat à long terme, à temps plein? Ou, salarié, etc. Oui, exactement. Moi, j'ai eu mon premier enfant pendant mes études. Oui. Donc, je suis passée... fait ça? Oui, j'ai fait ça. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est bum. Ça, c'est quand même bum. Hein, ouais. On parle de rebelle, là, ici, c'est ça. Mais je peux dire que on a eu notre premier enfant avant de finir mon doctorat et c'est difficile et j'ai pas encore fini mon doctorat. Ah, tu vois, c'est ça. Mais je te dirais aussi que mon séjour aux États-Unis aussi teinte ma réflexion en ce sens où là-bas, c'est vraiment tous les programmes sociaux, là, les allocations familiales, les garderies subventionnées, les congés de maternité. On n'a pas ça. Donc là-bas, évidemment, c'est land of freedom. Là, donc là-bas, le simple, c'est ça. Donc, quand je disais, moi, depuis la seconde où mon enfant est né, j'ai commencé à recevoir de l'argent du gouvernement juste pour ça. Mais les gens disaient un peu, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, ça, c'est une manière de présenter la question, peut-être qui serait défavorable à la solution que Florence suggère, qui est de mieux soutenir les familles pour que les femmes qui souhaitent faire ce choix-là puissent le faire sans avoir de difficultés là, à payer leur épicerie, tout ça. Mais en fait, une autre manière de retourner le problème, c'est en fait de dire, pourquoi est-ce que l'État est prêt à mettre jusqu'à 12-13 000 par année, par place en CPE pour qu'un inconnu s'occupe de mon enfant, mais au fond, ne serait pas prêt à mettre ne serait-ce qu'une portion de cet argent-là pour que moi, je puisse rester à la maison avec mes enfants. Puis ça, c'est une question qui se pose aussi par rapport aux proches aidants, par rapport aux parents d'enfants handicapés, tout ça. Donc, l'État est prêt à mettre sur pied des services pour s'occuper des plus faibles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades, etc. Mais
mais on se rend compte que si tout le monde utilise ces services-là, l'État n'est pas capable de fournir. Mais si les individus seulement prennent en charge ça, bien à ce moment-là, il y a des difficultés parce qu'on ne peut pas travailler à temps plein et s'occuper de ses parents mourants, de nos enfants tout jeunes. Donc, il y aurait peut-être un équilibre qui pourrait être atteint en disant, ben, on va créer une sorte d'allocation spéciale pour les parents qui prennent en charge l'éducation parce qu'on reconnaît l'importance de ce qu'ils font, on reconnaît qu'ils s'occupent de leurs enfants, qu'ils libèrent des places en CPE, qu'ils les préparent pour l'école ou pour l'école à la maison si c'est ça qu'ils souhaitent. Uh-huh. Puis donc, c'est vrai que quand on le regarde de cette façon-là, je trouve que c'est un argument qui se tient bien. James? Je fais une petite parenthèse, mais j'ai écouté un épisode de la série Maid là, que je conseillais, dont je parlais la dernière émission sur Netflix. Puis c'est drôle parce que c'est une femme pauvre, elle est presque monoparentale, elle s'occupe de son enfant. Puis là, elle en arrache parce qu'elle doit travailler beaucoup pour envoyer sa fille à la garderie ou à un milieu de garde. Puis là, en même temps, il faut que, tu sais, elle travaille, mais pour s'occuper de sa fille. Tu sais, c'est comme un peu absurde quand tu penses à ça, tu sais. Exactement. Mais là, il existe d'autres modèles. Il existe, t'en as un exemple, mais il y a plusieurs femmes qui choisissent de travailler à temps partiel ou d'être travailleuses autonomes. Ça, c'est peut-être, ça pourrait être plus mis de l'avant. C'est quoi les obstacles que rencontrent ces femmes-là dont tu fais partie? Bien, exactement. Une des parties de la chronique de Florence sur laquelle je me questionnais, c'est quand elle dit beaucoup de femmes aimeraient faire ce choix-là. Puis déjà, à la radio, c'est Laurence qui a pris la parole puis qui a dit, ben je sais pas à quel point tant de femmes que ça le souhaitent. Donc, c'est des statistiques qui sont effectivement très difficiles à établir. Mais pour ma part, moi, j'avais toujours voulu être mère à la maison. Puis le jour où je le suis devenue, bien, on dirait que mon cerveau s'égarait. Ah, j'aimerais peut-être ça faire autre chose. Je pourrais peut-être partir ma petite entreprise. Puis en essayant de faire ça sur le site, paf, burn-out parental. Je t'ai venu en parler l'an passé. Ouais. Mais donc, je me demande s'il y a beaucoup de femmes qui, autant ont de la difficulté à concilier travail-famille, mettre des enfants dans l'auto, amène-les, revient le soir, le souper, travailler. Florence disait, je ne sais pas comment ces femmes le font. Moi non plus, je ne sais pas. Puis en même temps, les femmes, mes amies qui sont mamans à la maison à temps plein, je me dis, mais me semble que je virais folle. Donc, moi, l'entre-deux que j'ai trouvé, c'est que je travaille un peu à temps partiel, mais mes enfants vont au CPE à temps plein parce que dans le système actuellement, des places à temps partiel, c'est virtuellement inexistant. Il n'y en a pas. Alors que pourtant, plein de familles se contenteraient très bien d'une place en CPE à temps partiel pour pouvoir travailler un peu, mais quand même être plus présent auprès de leur enfant. 2, 3, 4 jours par semaine ou seulement les avant-midi ou quelque chose de plus souple. Probablement que beaucoup de mamans à la maison auraient aussi besoin juste d'un petit répit, 1 ou 2 journées semaine. Ça existe dans le système des haltes garderies, c'est des centres communautaires qui prennent ça en charge souvent, mais c'est assez rare. C'est ça que j'allais dire. Il y en a pratiquement pas. Par rapport au désir des femmes, on se demandait, mais est-ce qu'il y a tant de femmes qui le désirent ou difficile d'établir une statistique? Est-ce qu'il ne faut pas justement créer l'option pour que des femmes commencent à le désirer? L'offre et la demande. Ben, c'est-à-dire que, un peu comme toi, tu te demandes comment une femme fait pour travailler à temps plein. Puis moi, je me dis, des femmes qui travaillent à temps plein doivent se demander comment toi tu fais. Donc, souvent, il faut le vivre ou avoir l'option de pouvoir le choisir pour se rendre compte que peut-être que finalement, j'aimerais ça, cette option-là. Et moi, j'aime juste l'idée que d'un bord comme de l'autre, personne soit, si on veut... je cherche le mot, là, mais se sentent coupables de pouvoir juste prendre le choix qu'ils souhaitent prendre par rapport à sa famille, sa carrière. Il faut que ce soit valorisé. Exactement. Il y a encore beaucoup de travail à ça. Puis, par rapport au temps partiel, si on fait un petit calcul mathématique tout simple, si on dit on prend, 5000 places, puis on les transforme à temps partiel, bien, c'est 10 000 familles qu'on vient de satisfaire parce qu'on vient de dédoubler le nombre. Donc, je suis désolée, je ne sais pas l'ordre de grandeur des places qui sont annoncées, qui souhaitent être créées, tout ça, mais si on en prend ne serait-ce qu'une portion pour que ça soit plus commun, je sais que c'est un poids supplémentaire pour les CPE d'avoir pour d'un point de vue administratif, c'est plus complexe. Ça te prend le double de documents, le double de, en cas de COVID, contacter le monde, je sais pas, des choses comme ça, mais reste que je pense que ça répondrait à un réel besoin, autant pour les femmes qui veulent travailler un peu que pour les mamans qui veulent rester à la maison, mais pas trop. Mais par rapport à ta question, pourquoi le gouvernement n'investit pas dans différentes formes, disons, donc, par exemple, soutenir des mamans qui voudraient garder leur enfant à la maison. Est-ce qu'au fond, peut-être que le gouvernement voit le fait d'investir dans les garderies et donc de permettre à des mères de retourner au travail un moteur économique?
Alors que si peut-être qu'ils ne voient pas l'avantage économique de permettre à des mères d'être à la maison, alors qu'on pourrait aussi considérer ça comme une forme de salaire, en fait. Bien, exactement. Tu soulèves un bon point. Puis, en fait, c'est une certaine alliance entre un certain discours féminisme et le néolibéralisme, donc qui donne l'impression que les femmes vont se libérer par le travail. C'est important que les femmes travaillent. En fait, encore beaucoup aujourd'hui, rester à la maison, c'est vu comme « Ah, t'es sûre c'est vraiment ça que tu veux, au fond, ou est-ce que c'est pas ton mari qui t'oblige ou quoi que ce soit? » Puis en fait, beaucoup la question aussi de « Ah, mais comment vous faites? Comment vous faites pour vous payer votre char neuf, votre grosse maison, vos voyages dans le Sud? » Donc, le travail, en fait, le fait d'avoir 2 parents qui travaillent, beaucoup de gens vont argumenter que, pas beaucoup de gens, en fait, c'est faux, très peu de gens vont argumenter que finalement, c'est juste le féminisme qui s'est mis au service du néolibéralisme pour, finalement, pas tant que les couples font ça pour vraiment subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, mais pour maintenir un rythme de vie basé sur de surconsommation, maintenir un certain pouvoir d'achat dont on n'a finalement pas besoin si on ne se met pas à acheter toutes sortes de bébelles. C'est un peu ce qu'avance la sociologue Annie Cloutier. Je vois le livre « Aimer, materner, jubiler », qui est une sociologue féministe, mais quand même un peu à contre-courant. Là. Oui, c'est ça. Il faudrait dire d'un certain féminisme, je crois. James. Mais on parle beaucoup justement des mères qui restent à la maison, mais est-ce qu'il y a des gens qui remettent ça en question? Pourquoi c'est juste les mères? Pourquoi ce ne serait pas les pères? Est-ce qu'il y en a qui amènent cet argument-là? Cet argument-là peut être amené, mais la plupart des gens, je pense, disent un père pourrait très bien être à la maison. Ça ne règle pas la question de toute manière. Là, parce des places en garderie. C'est ça. Par rapport au débat des garderies, non, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux très particuliers par rapport au fait que c'est souvent les femmes qui prennent leur congé de maternité. Ça pose un certain préjudice aux femmes en âge de procréer, qu'elles aient des enfants ou non. Ah oui. Donc, c'est sûr que l'enjeu de genre peut difficilement être écarté, mais en mon sens, un père pourrait rester au foyer tout à fait aussi. Là. D'ailleurs, à un tout autre niveau, ça soulève une question, ce que tu amènes là, James, c'est que souvent, on voit le travail de l'homme à l'extérieur de la maison ou de la femme dans la maison ou inversement comme un choix, une façon de s'accomplir, etc. Mais j'ai l'impression qu'on passe à côté de l'essentiel qui est... On parlait du don cette semaine avec Alex. Il y a une autre façon de vivre ça qui permet de sortir de cette vision strictement calculatrice là, de la vie. Puis, et parfois même, je le dis pour moi là, égoïste. Hein, on n'est jamais bien loin de ce risque-là. C'est comme si, au fond, la femme qui voyait l'homme aller travailler pourrait dire « Ah, lui s'accomplit, moi je m'accomplis pas », alors que c'est faux. Ouais, c'est ça, on verse facilement dans la vie. Mais moi, je connais des femmes qui sont à la maison et qui sont pas si heureuses que ça d'être à la maison, et d'autres qui sont au travail et qui sont pas si heureuses que ça. Dans le fond, c'est plus dans la manière de vivre les choses que dans le choix ou même à temps partiel. Tous les cas de figure sont possibles. C'est plus dans la façon qu'on rentre dans ce don-là, dans ce don de soi-là pour notre famille, pour nos enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Non, tout à fait. Moi aussi, j'écoutais Alex, justement, puis ça me rappelait des réflexions que j'avais eues aussi par rapport à la question de est-ce que l'État doit dédommager, si on veut, ou encourager les femmes financièrement? En fait, une question que je me disais, c'est finalement, c'est quoi la valeur de mon don si je suis payée pour le faire? Mais en parlant avec une amie qui a aussi des enfants, on s'était dit que même une compensation financière du gouvernement, ça enlèverait, ça égalerait pas là, la grandeur du don qui est de s'occuper de ses enfants à longueur de journée et à longueur de nuit. Les gars, vous pensez quoi de ça? Mais sur ta réflexion par rapport à l'attitude à avoir, je pense qu'en effet, l'importance de voir... Il y a toute la question de l'accomplissement, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui... Et il y a quand même quelque chose d'essoufflant dans le fait d'être parent, d'être maman certainement, mais aussi comme père. Et je pense que si on ne voit pas vraiment l'amour dans ça, facilement, on peut être ramené à une sphère égoïste, puis un retour sur soi et ça nous arrive tous, là, c'est pas juste... Il y a des gens qui sont comme ça, non, c'est au quotidien, des fois, on a des sautes d'humeur là, avec nos enfants, puis on se réalise, là, à ce moment-là, j'étais plutôt en train de penser à mon confort personnel que vraiment penser à mon enfant. Donc, c'est toute une attitude à développer, mais en même temps, c'est
Je pense qu'il faut aussi faut beaucoup recevoir pour pouvoir donner. Sur le plan des options de la société, on a encore du chemin à faire pour respecter et valoriser les choix fondamentaux qu'une femme peut faire dans sa vie. Celui de faire carrière et celui d'avoir des enfants, c'est bien connu, c'est toujours difficile à réconcilier. Alors, si on permet d'avoir des équilibres où les femmes peuvent être accommodées pour vivre les belles années de maternité avec leurs enfants d'une façon saine et confortable, sans que ça porte nécessairement préjudice à la continuité de leur carrière et au fait que de toute façon, on veut les avoir comme payeuses d'impôts. D'un point de vue strictement comptable, il y a même un intérêt, là, oui, si on est un peu visionnaire. On a encore du chemin pour faciliter le trajet. Oui, une suggestion intéressante qu'a fait Annie Cloutier dans son livre, c'est de parler de programmes de réinsertion sociale des mères au foyer parce que les enfants, ils sont pas petits pour toujours. Hein, puis, comme des anciennes prisonnières, c'est beau. Écoute, c'est un peu drôle comme comparaison, mais c'est vrai que le trou dans le CV qui se creuse, c'est un enjeu pour beaucoup de femmes aussi. Peut-être que pour aller sur une note positive, moi, une nouveauté que j'ai vue, je trouve une belle chose, c'est mon épouse, en fait, qui commence présentement une maîtrise en travail social et il y a de toutes nouvelles bourses qui sont données pour aider les mamans à retourner aux études et l'aide financière qu'elle a, qui est assez intéressante, elle n'existait pas avant. Donc, moi, je trouve quand même qu'il y a aussi des progrès qui se font à certains niveaux de la société. Magnifique. Je pense qu'en tout cas, on aura à peine passé à travers la moitié des notes d'Ariane. On va être obligé de faire revenir Florence, puis après moi. La prochaine fois, je pense que je vais m'arranger pour que vous soyez là les deux en même temps. Ça va être passionnant. Ça l'était déjà aujourd'hui, Ariane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce retour. Merci à vous. My eyes were in the dark when I saw you, and yours were shining like stars when I saw you. We were both a little drunk when I saw you. And there were holes in my heart when I saw you, and the doors were all locked when I saw you. The curtains were drawn down when I was living alone. We all live alone. My eyes were in the dark when I saw you, and yours were shining like stars when I saw you. We were both a little drunk when I saw you, and there were holes in my heart when I saw you, and the doors were all locked when I saw you, and the curtains were drawn down when I was living alone. We all live alone. I was hitting the wall when I saw you, and you were living in the park when I saw you. I got naked right away when I saw you, and my love was like the rain when I saw you. Your hands were in your pockets when I saw you, and I emptied out my locket when I saw you. I was living alone. We all live alone. You wanna live alone together. You wanna live alone with me. I wanna live alone together. Live alone with me. I put my cards on the table so I could have you, so you could lick my words and I'd be your fool. Now I'm picking the fallen birds from the trees, like a queen you grab honeysuckle my knees. All these honeysuckle trees, they make me believe in everything. Endless dreams of love, sailing like a dove. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la pièce Hole in My Heart de l'auteure, compositrice et interprète Martha Wainwright.
Les confréries, les ordres ou les fraternités ont toujours fasciné et suscité parfois la plus grande des curiosités. Récemment, j'ai vu un de mes amis Facebook s'afficher aux côtés de son évêque à la sortie de la cathédrale, vêtu comme un véritable chevalier, les plumes, l'épée, tout ça. Essayez de trouver c'est qui. Ouais, le concours est lancé, hein, vous pouvez nous appeler, nous écrire. Alors, il venait d'intégrer l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Il n'en fallait pas plus pour me rappeler qu'un autre ami, Jean-François Morin, m'avait déjà confié, au détour d'une confidence de cadre de porte, on a souvent ça, nous autres, il m'avait confié faire partie de cet ordre. Et Jean-François est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Allô? Longue introduction. Avant de commencer le segment, il faut que tu saches, Jean-François, que c'est filmé, que c'est enregistré. Alors, tout ce que tu vas dire, tous les secrets que tu vas nous révéler sur l'ordre équestre du Saint-Sépulcre vont devenir publics. Comme l'initiation des Chevaliers de Colomb. Vous saurez tout. T'as-tu le droit de le dire que tu l'as? Oui, moi, je suis un whistleblower ici aujourd'hui. Et t'es un fier représentant, ça c'est certain. Tu portes, pour les gens qui ne nous voient pas, tu portes un chandail avec la croix de Jérusalem. En 2 minutes, 1 minute, peux-tu nous expliquer c'est quoi cette croix-là? Alors, la croix potentielle, la croix de Jérusalem, en fait, c'est 5 croix. Il y a la croix principale, mais il y a 4 petites croix dans les coins et les 5 croix représentent les 5 plaies du Christ. Et d'ailleurs, elle est rouge. Et elle est rouge. Et elle représente l'ordre, mais elle est attachée à Jérusalem, qui est aussi l'ordre du Saint-Sépulcre. Bon, alors, on n'a pas le choix de faire un saut dans l'histoire, Jean-François. D'où s'est né cet ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem? Bien, il y a très longtemps, quand les croisades ont eu lieu pour reconquérir la Terre Sainte, que les Sarrasins avaient enlevée, il y a eu un appel du pape Urbain II pour qu'on puisse y aller et combattre ce qui s'est produit. Et on a occupé les chrétiens, les croisés, les francs, en fait, la Terre Sainte pendant quelques années, jusqu'à ce qu'on en soit bouté dehors à la fin du 13e siècle. Et les grands ordres militaires et religieux ont pris naissance à ce moment-là, ont duré pendant des siècles en s'évanouissant, en disparaissant, et l'ordre du Saint-Sépulcre, plus particulièrement, a repris de la vigueur au 19e siècle par l'intervention du pape Léon. Qui a fait renaître un peu de ses cendres, l'ordre, mais avec une autre mission, vous n'êtes pas allé à la reconquête de Jérusalem quand même? Non, mais en rétablissant le patriarcat latin, Pie IX avait déjà donné aussi certaines responsabilités. Et les chevaliers se sont vus investis de la mission de s'occuper des personnes qui résident en Terre Sainte pour qu'il y ait une continuité de la présence chrétienne en Terre Sainte. Alors là, on parle plus de soutien militaire, là, mais matériel, spirituel, entre autres. Là. Oui, alors c'est encore une forme de combat, en fait, parce qu'à l'heure actuelle, la position des chrétiens de Terre Sainte est très précaire. C'est devenu 2 à 4 % de la population, avec de grands besoins. Et un groupe quand même assez considérable aussi. Là. On parle de 150 000 personnes, une 60aine de paroisses, environ 40 écoles. Alors, ils ont besoin d'être soutenus d'une façon très active. Et c'est la mission que l'Ordre se donne pour s'assurer de la présence des chrétiens en Terre Sainte. À part cet ami dont je parlais en introduction sur Facebook et toi, vous êtes quelques autres dans cet ordre. Ça représente combien de monde? Dans le monde entier, on est à peu près 30 000. Quand même. Oui, on est établi sous une structure qu'on appelle des lieutenants. Au Canada, il y en a 5. Il y en a une dans l'Atlantique, il y en a une ici, il y a une à Montréal, une à Toronto, une à Vancouver. On n'est pas particulièrement nombreux et la moyenne d'âge est assez élevée, mais comme tout le reste dans l'Église, on est en plein renouvellement. Alors, on attire à nous des jeunes de plus en plus et c'est encore aussi populaire et aussi mystérieux que ça l'a toujours été. Alors, avis aux auditeurs qui auraient des aspirations chevaleresques, hein, on ne s'est pas attardé là-dessus, mais pourquoi équestre? Hein? C'est justement, ça fait référence à l'époque des croisades. Oui, c'est un reliquat, si on veut, de l'époque où les chevaliers chevauchaient des destriers et allaient combattre. Alors, c'est un ordre militaire, puis le équestre fait partie du... Est-ce que cette origine-là des croisades, c'est un peu quelque chose qui
qui vous gêne ou ça doit quand même soulever des questions parce que quand même, par rapport aux croisades, on retient surtout des croisades quand même beaucoup de choses négatives, là. Oui, ça soulève des questions, ça soulève des interrogations. Cependant, là, ce qui reste de tout ça, ce sont les valeurs chevaleresques qui amenaient les gens à prendre les armes pour aller en Terre Sainte. On parle d'avoir une discipline personnelle, d'être quelqu'un de structuré, d'être une personne qui est bien organisée. Ensuite, la générosité. Le désir de servir. Le désir de servir. La générosité du chevalier de s'occuper des plus faibles, alors ce qui est exactement la situation des populations chrétiennes de Terre Sainte, et le courage, parce qu'il faut, vouloir être à contre-courant. Mais l'héritage historique des chevaliers de l'époque de Godefroy de Bouillon, c'est un esprit plus qu'une manière et des activités spécifiques. Jean-François Morin, on parle de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, tu disais tantôt, qu'est-ce qui mène un jeune, mettons, de mon âge, qu'est-ce qui pourrait me mener à m'investir dans cet ordre? Tu as mentionné tout à l'heure le goût de servir, le désir de servir. Puis l'être humain, on a cette requête-là inscrite dans le cœur. Ouais. On choisit tous des gens qu'on sert. On sert les gens de notre famille, on sert nos enfants, on sert la société, on prend des engagements civils. Cependant, entre notre époque et celle de la Terre Sainte où Jésus était, et la distance entre l'Amérique du Nord où nous sommes et la Terre Sainte, ça, c'est des notions. Parce que dans la réalité, il y a une parenté, puis il y a un lien naturel. Alors, quand on fait l'expérience de la Terre Sainte, pour ceux qui ont eu la joie d'y aller, et qu'on marche dans les sentiers, sur les voies que le Christ a empruntées, bien, moi, personnellement, ça m'a profondément touché. Et ça m'a donné le goût de continuer à vivre cet engagement, cette volonté d'en faire partie. Essentiellement, c'est cela. C'est d'être présent. Alors, l'appartenance à l'ordre du Saint-Sépulcre, c'est un ministère par rapport à la Terre Sainte, en quelque sorte. Est-ce qu'en plus de la population, l'ordre, justement, protège les pèlerins ou s'occupe des pèlerins qui viennent de partout dans le monde, les pèlerinages chrétiens en particulier? Moins maintenant. À l'époque, c'était naturellement ce qui était privilégié. Aujourd'hui, quand vous allez en Terre Sainte, vous êtes plutôt pris en charge par des cohortes de guides touristiques. Oui, c'est ça. C'est en Québec. Le ministère du Tourisme d'Israël aussi, qui est bien déployé, disons. Jean-François Morin, si demain j'entre dans l'ordre du Saint-Sépulcre, ça représente quoi comme engagement? Est-ce que je vais participer à des levées de fonds? Est-ce qu'il y a des réunions? Est-ce qu'il y a des réunions secrètes? Est-ce que je dois apprendre à manier l'épée? Plein de questions, là. Bien, alors, il y a un engagement dans la prière. Il est fondamental. Alors, on a une dévotion particulière à Notre-Dame de Palestine, qui est la Vierge au service de la terre de son Fils. Alors, l'engagement, on tient des activités mensuellement, chaque mois, des conférences. On se réunit le 3e mercredi du mois. Bienvenue, c'est ouvert. On n'est pas un cercle fermé. Et le rapprochement, l'approchement qu'on a avec l'ordre se fait graduellement. OK. Et il y a des étapes, il y a des classes, comment ça fonctionne? Il y a une année de fréquentation où on participe aux activités, puis ensuite, il y a un parrainage. On est parrainé par un membre plus ancien, et ça finit par une cérémonie d'investiture où on est investi, on est adoubé, comme on disait à l'époque, par le grand prieur du coin ici. Alors, c'est Monseigneur Lacroix qui est notre grand prieur. Et puis ensuite, bien, c'est de participer aux activités, de faire des contributions, puis autant que possible, d'essayer d'envoyer des sommes quand on en sollicite. Annuellement, l'ordre en entier envoie à peu près 15 millions de dollars en Terre Sainte, ce qui est quand même considérable. Il y a eu des levées de fonds spécifiques pour la période de la COVID, environ 2 millions. Alors, ce sont en gros nos activités. Je vois une objection à laquelle, en fait, je répondrai moi-même déjà, c'est-à-dire que je me dis, les gens doivent se dire, mais pourquoi
pourquoi la Terre Sainte? Pourquoi la soutenir? Au fond, est-ce que c'est pas comme un peu matériel, de la même manière que des églises qui ferment, puis que c'est juste, on se dit c'est matériel, c'est pas si important. Mais en même temps, je vois la dimension très spirituelle, c'est-à-dire que de la même manière qu'on pleure nos morts, qu'on a, la présence physique d'aller à la tombe et tout ça, le fait que l'expérience que vous avez vécue d'aller en Terre Sainte, c'est pas rien que quand même de se dire que Dieu, pour nous, dans la foi chrétienne, a marché sur Terre et est venu dans un lieu physique et que tout part de là. C'est un peu l'expérience qui est à l'origine de l'ordre et de votre engagement personnel. Exactement. En fait, tout part du sépulcre. Toute la spiritualité de l'ordre se rapporte au sépulcre. Et le sépulcre, non pas seulement comme l'endroit où vraiment on l'a crucifié puis où on l'a mis en terre, mais également le sépulcre comme tombeau vide, comme résurrection, comme espérance, comme promesse. Alors, on fait ce rapport. La spiritualité de l'ordre est très centrée sur le tombeau vide et en même temps, bien, le fait de s'assurer qu'on soit présent pour entretenir le véritable lieu du sépulcre qui demeure la responsabilité de la custodie confiée aux franciscains. Oui. Mais les chrétiens qui sont là ne sont pas pris en charge par les franciscains et la réalité vivante, les pierres vivantes du sépulcre ont besoin d'être soutenues. Ont besoin d'être soutenues. Et puis, c'est nos frères, nos sœurs, aussi près de nous dans le cœur que nos frères, nos sœurs ici dans la chair, qui sont dans les œuvres qu'on sert. Oui. James? Jean-François, tu parlais de spiritualité de l'ordre, là, mais il y a un très beau livre qui est sorti cette année par le cardinal Fernando Filoni, qui est comme le grand prieur ou maître, je pense, là, qui s'appelle « Et toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum ». C'est pour une spiritualité de l'ordre du Saint-Sépulcre chez Salvatore, l'as-tu? Oui. Oui. Ça vaut la peine? Absolument. C'est une lecture introductive de très grande qualité. OK. On en a quelques exemplaires ici à Québec pour les gens qui seraient intéressés. Et oui, ce désir de servir, quand on parle de l'odeur du parfum, on parle de ce geste d'humilité, de parfumer par ses cheveux les pieds de Jésus. Alors, c'est cette posture de service qui est vraiment centrale et de le voilà, on est là pour servir. Ça fait peut-être référence aux aromates aussi qui sont restés, même quand le corps était parti du tombeau, peut-être qu'il restait un peu de l'odeur de l'embaumement du mort, je ne sais pas. Jean-François Morin, tu nous parlais de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Il y a un site web si on veut en savoir plus? Bien sûr. Alors, c'est saint-sépulcre-québec.ca. Okay. Alors, vous tombez sur le site de la Lieutenance du Canada Québec. Et à partir de là, vous pouvez vous rendre un peu partout. Et on a une page Facebook aussi qui est en commercial OESSJ Québec pour Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Québec. C'est pas secret pantoute. Alors, pour un ordre médiéval, être présent sur les réseaux sociaux, c'est quand même intéressant. C'est un gros paradoxe. Attendez-vous pas à passer des heures à feuilleter ce qu'on met. Mais on s'en vient, là. On est en réinstallation, en redéploiement. On a des gens dans le Saguenay, on a des gens à Trois-Rivières. On a une lieutenance qui devient de plus en plus active. On fait des conférences thématiques. On diffuse sur YouTube. On a plein d'activités programmées. Et l'intérêt pour les jeunes, c'est vraiment d'avoir un rapport à l'histoire et un rapport à la Terre Sainte. Merci infiniment, Jean-François Morin. Tu nous parlais de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, dont tu fais partie et dont tu es un fier représentant. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, un petit tour de table rapide, demi-tour de table sur vos suggestions culturelles, les amis. Oui, bien, il y a La sagesse des pères du désert, Maxime et autres pépites spirituelles illustrées qui viennent sortir chez Novalis. Alors, si vous ne connaissez pas les pères du désert, ces fameux moines dans les premiers temps du christianisme qui sont partis vivre dans le désert. Donc, il y a toutes sortes de légendes, un peu de mythes ou d'histoires un peu paraboliques qui sont très riches
spirituellement. Ouais. Et donc, Novalis nous offre ce petit florilège d'histoires de Père du désert, mais en BD. Donc, je pense que c'est vraiment attrayant, c'est vraiment agréable à lire. Donc, voilà. Ça s'intitule La sagesse des Pères du désert, Maxime et autres pépites spirituelles illustrées chez Novalis. Merci, James. Ariane Blais-Lacombe. Oui, bien, comme on en a parlé dans ma chronique et dans d'autres par le passé, je vous conseille Aimer, materner, jubiler, l'impensé féministe au Québec. C'est de Annie Cloutier. C'est un livre qui est paru en 2013, donc ça fait un certain temps, mais c'est encore très d'actualité. On le lit, puis on peut réfléchir avec elle sur la question de la maternité, du travail des femmes, des CPE et tout ça. Ça s'intitule Aimer, materner, jubiler. C'est publié chez VLB Éditeur et l'auteur est Annie Cloutier. Merci Ariane. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le-verbe.com/radio. Je remercie James, Ariane, Alex et Jean-François d'avoir été avec nous aujourd'hui. Aussi Marie-Pierre d'avoir été à la technique. Ainsi, je tiens aussi à remercier la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.